On m'interpellait. Pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas un vétéran de guerre? Normalement, je n'étais pas censé parler. Mais je répondais, si, justement. Peut-être que beaucoup de gens s'attendaient à voir quelqu'un de plus âgé. Ils avaient du mal à comprendre. Il faut être solide mentalement pour ne pas ressasser sa propre histoire. Je suis entré à l'école primaire au milieu des années 70 et très vite, on nous a préparé à une éventuelle situation de crise. Manœuvres, salut au drapeau, journée de l'armée populaire. À 12 ans, j'ai commencé ma formation de tireur d'élite dans le cadre de l'enseignement militaire obligatoire. 7 ans plus tard, au risque d'aller en prison, j'ai refusé de faire mon service national. Je ne voulais pas supporter les conséquences de l'usage d'une arme. Après la chute du mur, l'armée allemande semblait devenue superflue. Pourtant, le Parlement du pays réunifié n'a pas tardé à envoyer des troupes à l'étranger. Au printemps 2011, j'apprends qu'une rencontre est organisée entre anciens combattants et hauts responsables du ministère de la Défense. Spontanément, je décide d'y assister pour savoir comment les choses se sont passées pour ceux qui ont fait un autre choix que le mien dans la vie. Und in Afghanistan sind wir mit einem sauberen Mandat bei ISAF, ich rede nicht von OEF, ursprünglich bei ISAF, mit einem sauberen Mandat der Vereinten Nationen, die es im Sinn den Auftrag hat, Staatlichkeit, notfalls auch mit militärischer Gewalt in Afghanistan durchzusetzen. Alles los, auf den Rücken der Soldaten. Wir verwechseln. Wissen Sie, jetzt müssen Sie jetzt mal, bleiben Sie mal geschwind da. Bleiben Sie mal geschwind da. Sie geben für die Soldaten, wenn Sie... Herr Arnold, Ihr Kamerad war in dem Bus, in dem Anschlag 2003. Passen Sie auf, Herr Arnold, das müssen Sie einfach mal hören. Der war in dem Bus, der explodiert ist, 4 Tote und Schwerverletzte. Und dann müssen wir das einfach verstehen. Hier sprechen Sie einen Menschen an, der im Einsatz gewesen ist. Ja, ich sage nochmal, ich erwarte nicht vom 22-Jährigen, dass er das alles mit links wegsteckt. Ja, ich erwarte aber... Ich finde, Sie lehnen sich jetzt sehr weit aus Ich weiß, Sie müssen sich jetzt mal entscheiden. Wenn einer nach dem anderen hier geht, dann kann ich gehen. Dann können Sie in Ruhe weiter diskutieren und sind sich einig. Das ist vielleicht für Sie eine schöne Veranstaltung. Wenn Sie das haben wollen, machen Sie das. Ich glaube, Sie haben das Wesentliche gesagt, was Sie rüberbringen wollten, jetzt zu diesen Punkten. Ja, vielen Dank. Herr Moderator, darf ich jetzt trotzdem noch was sagen? Weil ich es gerade wieder gehört habe, Gott sei Dank. Ich bitte Sie jetzt wirklich zu entscheiden, gehen wir hier einigermaßen vernünftig miteinander um? Oder wenn hier ein Abgeordneter was sagt und sagt, ich bin fertig, dann kommt der Zuruf, Gott sei Dank, ich kann wirklich gehen. Ich reg mich da jetzt schon auf. Ich muss meinen Sonntagmorgen nicht hier verbringen, um beschimpft zu werden. Sie müssen mit mir nicht einig sein, ich erwarte aber Respekt vor meinen Thesen, so wie ich Ihre auch respektiere. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr Anspruch, den Sie an uns erheben, die Emotionen ein bisschen zu beruhigen, den sollten Sie nicht mit Öl ins Feuer dadurch verstärken, dass Sie dann eventuell mit dem Abbruch drohen. Wir haben Leute dabei mit 80 bis 100% Grad der Schädigung, die völlig fix und fertig sind und eben nicht ein Diskussionsstempel der Evangelischen Akademie haben. Wir sind die, die das Blut und den Dreck verloren haben, die unsere Trommelfelle zerrissen haben, unsere Rippen gebrochen und unsere Seele verwundet. Und deswegen reagiert man dann auch emotional. Denn diese Verwundung tut weh. Und manchmal drücken sie durch das, was sie sagen, genau in diese Wunde rein. Und dann fangen wir an zu schreien. J'ai donné rendez-vous à quelques jeunes vétérans concernant mon projet de film. Dès le début de notre rencontre et de leur propre initiative, certains protagonistes m'ont filmé. De là est née l'idée de fixer une caméra sur chacun d'entre eux pour capter la subjectivité de leur regard.
Vas-y, cours. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est complètement expérimental. On ne verra que de l'herbe. Mais bon. C'est bien. Nous roulons vers Kunduz depuis plusieurs heures quand nous recevons une alerte radio peu après minuit. Nous avons l'ordre de quitter la route en direction du sud pour secourir un autre véhicule allemand. Soudain, l'obscurité est illuminée par une boule de feu qui nous enveloppe puis disparaît. Nous pouvons encore rouler. Des pensées surgissent en quelques fractions de secondes. Le blindage a-t-il tenu? Y a-t-il des camarades blessés ou morts? Est-ce que j'ai toujours mes jambes? J'identifie le son clair d'armes de petit calibre. En même temps, des impacts sourds retentissent sur le blindage de notre véhicule. Sans doute des calibres plus gros. Nous n'avons aucune visibilité. Où sont les autres? Et les hommes du véhicule derrière nous? Qui va nous aider maintenant sous les tirs ennemis? Je bifurque sur la droite, à 45 degrés de la trajectoire, et ouvre le feu sur la position ennemie. Tir de missile sur le véhicule derrière nous. Tout se produit en même temps, à une vitesse fulgurante. Le cerveau ne peut pas tout enregistrer, les images défilent au ralenti. Je dis quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Dans l'appareil de vision nocturne, je vois la mort foncer sur moi. La lueur verdâtre de l'amplificateur d'image s'éclaircit. Un missile s'approche. C'est irréel, presque beau. Notre blindage tiendra-t-il le coup? Vous n'avez pas combattu. Cette phrase visait à écarter toute revendication. Tu te souviens? Oui. C'était la phrase clé de la contre-experte dans la procédure pour faire reconnaître des handicaps liés aux activités militaires. J'avais demandé à ce que mon traumatisme soit reconnu. Les médecins et les experts de l'armée ont rendu leur avis. Mais le dossier a fait l'objet d'une contre-expertise qui a établi que je n'avais pas participé à l'accrochage de 5 heures avec les talibans, que je n'étais pas directement concerné. Je n'étais qu'attaché de presse en Afghanistan et par conséquent, je ne pouvais pas être traumatisé. L'attaché de presse ne part pas en mission à l'étranger pour lire le journal dans un bureau. Quand on ne sait pas ce qu'il fait exactement, on s'informe. Et si en interne, le personnel de l'armée affirme que ça s'est passé comme ça, que l'attaché de presse participe lui aussi aux patrouilles, et qu'il est sur le terrain pour accompagner les journalistes, personne ne peut le contester. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer sur le terrain. Que l'on soit attaché de presse, commandant, conducteur de véhicule ou infirmier, que l'on soit un homme ou une femme, jeune ou vieux, quel que soit son grade, s'il arrive quelque chose pendant une patrouille, ça concerne toute l'équipe. Et si l'aumônier est là, il est lui aussi pris pour cible. C'est aussi simple que ça. Comment tu expliques qu'on t'ait dit ça? C'était calculé. S'ils avaient admis l'existence de cette embuscade, ils auraient forcément dû tenir compte des autres expertises et dire « Oui, cela peut causer un traumatisme grave ». En prétendant que l'accrochage n'avait pas eu lieu, il était plus facile de tout nier en bloc. C'était calculé. C'est un déni de tous les faits. Sur le coup, vous êtes en colère, désarçonné, désemparé. Puis vous réfléchissez. Si ça m'arrive à moi et à d'autres personnes, on ne peut pas laisser passer.
Il faut agir contre cette injustice. Et c'est ce que nous avons fait. Après une longue période d'inertie, Andreas et Christian décident d'engager une bataille politique. Ils ne veulent pas accepter leur sort sans résister. C'est là. T'as les clés? Non, c'est toi qui les as. Pour trouver d'autres compagnons de lutte, ils fondent l'Union des vétérans allemands. Ils louent un bureau à Berlin et utilisent leurs connaissances tactiques pour organiser leur campagne. Si tu es désespérément inférieur, fais au moins croire à l'adversaire qu'il a en face de lui une armée importante. Voilà notre cagnotte. Un disque dur. Du dissolvant. Ah, mon expertise. Questionnaire du ministère de la Défense. Première question, M. Bernard te présente-t-il un stress post-traumatique? Deuxième question, si c'est le cas, y a-t-il un lien de cause à effet entre ce trouble et la mission au Koweït? Quel est le degré du préjudice, etc., etc. Voilà à quoi je ressemblais à l'époque. Quand un soldat s'embarque dans une bataille juridique comme celle-ci, le dossier arrive vite à la hauteur de ce meuble. 1 mètre. 1 mètre de paperasse. Facile. Et même 2, si on ajoute les documents détenus par l'administration. Le ministère a demandé à mon commandant de l'époque de rédiger un rapport. Le 22 mars, vers 1h30, l'abri était installé. Il faut préciser qu'en raison d'un risque d'attaque NBC, les vêtements de protection étaient à portée de main et que certains les avaient enfilés avant de se coucher. Vers 3h, alerte au missile Scud. Une forte tension était palpable chez plusieurs soldats. Certains ont craqué parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir mettre en place la protection NBC assez rapidement ou que, sous l'effet du stress, ils ne s'en sortaient plus avec leur propre équipement de protection. Cette carte localise les Scuds. On était stationné ici. Là, dans la région de Bassora, se trouvaient les sites de lancement des missiles. Ceux qui n'étaient pas détruits en vol s'abattaient ici. Ils ont voulu supprimer des batteries de missiles patriotes. Nos batteries de patriotes se trouvaient ici, au camp. On les utilisait pour intercepter les Scuds irakiens. Mais ils ont raté leur cible plus d'une fois. À 21 ans, j'ai décidé de m'engager. J'ai passé les tests à Munich, je les ai réussis, et le 1er mai 1997, j'ai été incorporé dans le bataillon de chasseurs alpins de Schneeberg. Ensuite, j'ai suivi l'instruction militaire de base et la formation de fantassins. En 1999, soit 2 ans plus tard, j'ai été envoyé au Kosovo, dans un détachement précurseur. On a été transféré de Grèce en Macédoine. Début juin, après les premières frappes aériennes de l'OTAN, nous sommes entrés au Kosovo. On peut comparer l'ambiance qui régnait en ville à celle qu'on a connue lors de la chute du mur de Berlin.
Les gens étaient heureux, débordants de joie. Ils nous offraient plein de choses, ils nous faisaient du café. C'était une atmosphère complètement pacifique. Et personne ne pensait que ça pouvait changer. L'après-midi, on se trouvait sur la Grande Place. On était encerclés par la foule. On était assez fatigués. J'étais assis sur un muret, comme je suis assis là, sur ce banc, et j'étais entouré de femmes et d'enfants. La foule était en liesse. Tout à coup, mon mitrailleur qui se trouvait à côté de moi me dit « Il y a une voiture avec un type qui a une grenade à la main. » En quelques secondes, tout le monde est parti. J'étais assis là et à 2 mètres de moi, il y avait la voiture. Avec 2 paramilitaires à l'intérieur. À 2 mètres? Oui. À 2-3 mètres. Il était là, avec sa Kalachnikov et sa grenade, à côté du conducteur. J'ai bondi sans réfléchir, prêt à faire feu, en tentant de lui faire comprendre qu'il n'irait pas plus loin. Il y a eu quelques mouvements rapides. Les 2 types se sont engueulés. Malheureusement, je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Enfin bref, j'ai essayé de leur demander de poser leurs armes. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont traversé la place à tombeau ouvert. Je ne sais pas combien de civils ont failli être renversés. À ce moment-là, je me suis mis plus ou moins en pilotage automatique. On a effectué un tir de sommation, mais il n'y a pas eu de réaction. Alors j'ai tiré en visant le passager qui avait sorti son arme par la vitre de la portière. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer si je les laissais filer, parce que certains de nos hommes, qui se trouvaient un peu plus loin, n'avaient rien vu. Tir nourri venant de l'avant. Je n'arrivais pas à en localiser l'origine. Je sais juste que c'était une mitrailleuse à cause des balles traçantes. Elle frappait le sol avant de poursuivre leur trajectoire dans ma direction. Être en face d'une mitrailleuse qui tire quoi? 1200 balles à la minute et qui hache tout sur son passage. C'est comme se réveiller au milieu d'un carrefour. On est là et on voit les balles traçantes filer. Sur le moment, on ne comprend rien à ce qui se passe. Ensuite, j'ai voulu remonter dans mon véhicule. C'est là que j'ai vu les feux de recul. La voiture faisait marche arrière. Alors j'ai compris qu'ils voulaient ma peau. C'était eux ou moi. J'ai mis mon arme en mode rafale et j'ai tiré jusqu'à ce que la voiture s'immobilise.
Puis j'ai essayé de grimper dans mon char, mais je n'arrivais pas à ouvrir les portes. Il m'a fallu un certain temps pour y parvenir. Une fois à l'intérieur, c'était le calme absolu. Les trappes de tir étaient fermées, il faisait sombre. Mon camarade s'était pris une balle. Il est entré par la trappe de la tourelle, le bras en sang. Je suis resté une bonne dizaine d'heures dans le char avec le reste de l'équipage. Après quoi, on s'est aperçu qu'on pouvait tourner à l'angle. Je suis sorti. J'étais complètement ramolli. Ma peau était toute molle, comme si je venais de passer 3 heures dans ma baignoire. Je suis sorti et j'ai commencé par respirer à fond l'air frais. C'était ça le plus important. Ensuite, je me suis assis sur le trottoir et j'ai fumé une cigarette. J'étais complètement perdu. On va s'abîmer les yeux à force de lire ce baratin. En tout cas, l'armée a l'air de vouloir recruter plus de femmes. Il y a une femme sur presque chaque photo. Et voilà. Merci. C'est plus facile à voir qu'à faire. Je veux bien le croire. Monsieur le ministre, j'ai encore un service à vous demander. Une photo pour notre compagnie. Bien sûr. Dans quelle compagnie êtes-vous? Alors parmi ces photos, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont de moi. Ça, c'est dans les environs de Kunduz. Et ça, sur la route de Taloqan, où l'on a trouvé ces écoles. Non, on ne peut pas dire. Au fait, il y a le projet de loi, un texte de 33 pages. Monsieur le ministre, installez-vous. On voudrait encore discuter des points 7 et 17. C'est pas possible, pas aujourd'hui. On est encore en train d'élaborer notre plan d'attaque. Rien n'est arrêté. Parce qu'une fois que la loi aura été modifiée, elle ne bougera peut-être plus pendant 10 ans. On va continuer à plancher là-dessus pendant les 15 prochains jours. La session parlementaire commence début septembre et ce sera encore une fois un rapport de force. Est-ce que nous, les petits, on sera assez puissants pour pouvoir imposer des modifications? Je ne sais pas, mais on peut essayer.
des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verbesserung der Versorgung bei besonderen Auslandsverwendungen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Deutsche Bundestag, wir alle hier haben allein in diesem Jahr 7-mal über die Entsendung von Streitkräften debattiert und abgestimmt. Dabei steht naturgemäß die Sicherheitspolitik, die Sinnhaftigkeit eines solchen Einsatzes im Mittelpunkt. Pflichterfüllung von Soldaten und Fürsorgepflicht des Dienstherrn müssen einhergehen und sind zwei Seiten derselben Medaille. Ich mache heute wirklich keinen Hehl daraus, dass es für mich ein ganz besonderer Tag ist. Und ich glaube auch für die meisten der Kolleginnen und Kollegen, die seit nunmehr weit über 6 Jahren darum kämpfen, dass wir für unsere im Einsatz verwundeten Soldatinnen und Soldaten einen optimalen Rahmen herstellen, dass sie nicht die zweite Existenzangst, den zweiten Tod sterben müssen. Il parle clairement de justice. C'est le mot utilisé par le type de la CDU. Et s'il parle de justice, il faut supprimer la date limite. On a une carte à jouer. On peut leur expliquer. Ils le veulent bien. Oui, ils ne sont pas contre. Mais quand il parle de 400 hommes traumatisés, c'est faux. Ce chiffre a été dépassé l'an dernier. J'ai un blocage. Là, je suis en train de marcher, mais j'ai des fourmis dans les pieds, des picotements et aussi des maux de tête. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait autre chose. Là, je suis en position bunker. Et tu veux rester dans ce bunker? Je vais en sortir pour qu'on fasse notre expérience. Tu as un cure-pied? Dans ma poche. Und ab. Puh. Tu es de nouveau dans ton bunker. Et tu veux y rester? Il faut que je fasse une pause. Vas-y. La consigne était qu'en cas de tir, personne ne devait quitter l'entrepôt qui servait de cantine.
parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde en même temps. Comme il n'y avait qu'une issue et qu'elle était très étroite, on devait rester à l'intérieur en cas d'attaque pour éviter un mouvement de panique. Il y a eu une attaque. Tout à coup, j'ai vu 2-3 soldats accroupis devant moi avec leur masque à gaz. Des soldats d'un grade inférieur au mien. Je ne pouvais pas voir leur visage à cause du masque, mais ils étaient là, accroupis devant moi, et ils me regardaient d'un air interrogateur, comme pour me demander « Chef, qu'est-ce qu'on fait ?» À ce moment-là, intérieurement, je me suis mis à pleurer. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On ne peut rien faire. Les procédures prévues pour ce genre de situation étaient impossibles à appliquer. Donc on n'avait plus qu'à rester là, sans rien faire. Je sais, je vois qu'il y a 2 chevaux devant moi et qu'on est là. Mais dans ma tête, au fond de moi, je suis ailleurs. Est-ce que ça t'aide que Jessie soit là? Oui, c'est un peu comme un ami. Je dirais même plus un camarade. Une camarade. La camaraderie, pour nous, ça a encore plus de valeur que l'amitié. En général, quand on se lève le matin dans le même état qu'on s'est couché la veille, c'est-à-dire complètement crevé, et que ça dure depuis des années, on se traîne toute la journée. Et puis il y a des choses auxquelles les autres ne pensent pas, qui semblent aller de soi, mais qu'on n'est plus capable de faire. Par exemple, je ne peux plus prendre le métro, ni le bus. C'est impossible. Mon corps s'affole complètement. J'ai d'énormes difficultés pour faire des courses en ville. Ça fait des années que je ne suis plus allé au cinéma. Enfin, toutes ces choses du quotidien, comme aller au cinéma avec son gamin le samedi après-midi, pour moi c'est impensable. Je suis allé voir un match de foot à Berlin.
Le Hertha Berlin contre le Borussia Dortmund. Pendant 90 minutes, j'étais au stade avec des milliers de gens. Et j'ai tenu le coup. Imaginez la situation. On arrive par une rue où il y a quelques passants, on tourne au coin et on débouche sur une place noire de monde. J'essaie toujours de contrôler l'environnement. Mais quand il y a beaucoup de monde, on ne peut pas observer chaque individu. Pour mon corps, c'est un tel stress que je vois flou et que j'ai le vertige. Et ça a été comme ça de la première à la dernière minute du match. Une fois dans ma voiture, je me suis aperçu que mon pouls était extrêmement rapide et que mes mains tremblaient. Je peux vous dire que pendant 3 jours, je n'étais plus bon à rien. Franchement. J'étais à la maison, complètement à plat. HS. Tout ce qui est agréable, qui va de soi pour les autres, ce n'est plus possible pour moi. Et c'est comme ça depuis, je ne sais pas, 8, 9, 10 ans. On descend. Nous sommes invités en tant qu'experts. On n'a même plus besoin de se faire de la pub. Redonne-lui à boire. Salut Robbie. T'as les clés? Tu veux une cigarette? Je crois qu'il m'en reste une dans ce paquet. J'espère que j'ai des munitions. Ursel a dit au taxi d'aller au numéro 19. Oui, je l'ai entendu. Et ton discours, tu l'as pas écrit sur un bout de papier? Indemnité compensatoire, tu vois? Article 63F du Code de l'armée. Ouais. Voilà, c'est un cas d'exclusion. Pour l'indemnité compensatoire, pas pour l'indemnité forfaitaire. Qu'est-ce que cette loi apporterait idéalement? Idéalement, elle permettrait aux soldats qui ont été blessés avant la date fixée d'avoir un statut protégé. Elle s'appliquerait aussi à ceux qui ont moins de 50% de handicap liés à leur activité militaire, ce qui leur permettrait d'être pris en charge par l'armée. Ce serait évidemment la solution optimale. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Il est possible que nos revendications ne soient pas prises en compte en totalité. Autrement dit, que la date fixée reste inchangée, ou que le degré de handicap doive toujours être d'au moins 50%. Et toi, tu serais concerné? Je serais concerné, oui. Par cet amendement? Oui. Parce que j'ai eu mon accident avant la date fixée, et que mon handicap est de moins de 50%. Donc je bénéficierai de cet amendement. Égalité de traitement, égalité des droits. Exactement. Justice, égalité de traitement. Donc notre demande est claire, pas de nouvelle date limite. J'éviterai le mot justice. Alors égalité de traitement. Oui. Le mot justice peut donner l'impression qu'on se prend pour des Robins des Bois. Enfin, on est des Robins des Bois, mais il ne faut pas formuler ça comme ça, tu vois? Oui. Et chacun a sa propre vision de la justice. Voilà. Et égalité de traitement. Oui. Il y a une distinction entre les blessés légers et les handicapés sévères. Je parlerai de handicap sévère. Oui, de handicap sévère et de mort. Handicap durable, handicap sévère et égalité de traitement. Quand j'aurai abordé ces 3-4 points, les 5 minutes seront écoulées. Ça suffira. J'en dirai pas plus. Il faut aller à l'essentiel. Oui.
So, ich bitte nach Möglichkeit jetzt Platz zu nehmen, damit wir beginnen können. J'ai toujours le sentiment qu'on est une petite entreprise artisanale aux prises avec une multinationale. On scrute ce qui se passe à 700 km de chez nous, à Berlin, en sachant que c'est là que notre destin se joue. On fait une petite balade, on marche tranquillement comme des fourmis sur un tas de brindilles, et tout à coup, on se retrouve ici. Je n'ai pas eu à me concentrer totalement jusqu'à la fin parce que je n'ai pas pris la parole. Mais j'ai été très attentif à certains moments. En particulier, quand ils ont dit qu'ils s'étaient trompés concernant l'incapacité partielle de travail ou le degré de préjudice et de handicap. Pendant qu'ils parlaient de tout ça, j'avais des images de combat en tête. Tu vois ? Je pensais au contraste entre les hommes sur le terrain, en première ligne, et eux qui discutent. Ils ne savent même pas ce qu'est un degré de handicap ni un degré de préjudice, alors qu'ils font partie de la commission de la défense. J'ai perdu le fil plus d'une fois. Et puis, il y a les groupes d'intérêt qui font pression depuis des années. Pendant tout ce temps, je dessinais sur une feuille. J'espère que ça s'est pas vu. Pas de commentaire de l'association des réservistes. Rien à ajouter. Où est le point de ravitaillement le plus proche ? Dès le début, on marchait sur la corde raide. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. On a eu des interlocuteurs très haut placés dans la sphère politique et dans l'armée, qui ont commencé par regarder ce qu'on faisait. Ils ont vu tout le travail qu'on a accompli, nos campagnes de communication dans la presse, notre présence dans les médias, et ils nous ont dit, ils me l'ont dit personnellement, bah alors, vous êtes actifs dans tout le pays, vous faites tourner la boutique comme des pros, où sont vos troubles post-traumatiques ? Cette question, on peut la comprendre. Mais c'est épuisant de devoir sans cesse se justifier, parce qu'on en revient toujours au même point. Même l'expert vous demande, où est votre trouble post-traumatique ? Où sont les restrictions dans votre vie quotidienne ? Vous êtes ici depuis 2 heures et vous avez l'air tout à fait normal. Où sont les tremblements ? Je ne vois rien. Mais peut-être que je me mettrai à trembler dans la soirée. Peut-être que ça affectera tout mon organisme, jusqu'au cœur. Et que mon corps me dira, je tremble à contretemps de tes battements de cœur. Mais ça, l'expert ne le voit pas. Est-ce qu'un acouphène est visible à l'œil nu ? Quand on se réveille le matin, ça résonne, ça siffle dans la tête. On ne peut pas avoir une conversation normale, ni téléphoner, ni allumer l'ordinateur ou la télévision parce que c'est trop fort. On ne supporte plus le moindre bruit. Dans ces moments, qui est là pour le constater ? Est-ce qu'un tympan artificiel, ça se voit ? Et ce qu'on oublie souvent à propos de nos capacités de travail en équipe, c'est notre passé. On a été entraîné pour ça. On a été programmé pour être opérationnel sur commande. Mais ce n'est pas bon. Et quand on est tout le temps sous pression, c'est encore pire. On n'arrive plus à redescendre. Autrement dit, on peut faire ce qui nous est demandé, mais ça ne signifie pas qu'on va bien. Ça ne signifie pas... Non. On ne voit pas qu'ensuite, plus dure sera la chute. Ni qu'il faut du temps pour à peu près revenir à la normale. Je comparerais ça à une baignoire. L'énergie d'un homme, c'est comme l'eau d'un bain. Dann kann sich jeder vorstellen,
Il suffit de penser à ce qui se passe quand on enlève la bonde et que l'eau s'écoule. Eh bien, chez nous, ça correspond souvent à l'énergie qu'on laisse échapper. C'est comme une baignoire pleine. Mais nous, juste après, on retire 7 bondes et toute l'eau s'évacue d'un coup. Ça fait... Fini, il n'y a plus rien. Et ça, personne ne le voit. Ehemaliger DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger, Dr. de Maizière, ehemaliger Innenminister, damit auch Sportminister, auch sein Nachfolger. Vive le foot! Balle à terre. Je vais chercher une bière. So gut. C'est une batterie de patriotes. Il y avait exactement la même dans mon camp pour intercepter les Scud irakiens. 30 à 40 tirs, 11 ratés, soit 2 tiers de réussite et 1 tiers de loupé. J'ai la chair de poule rien qu'en regardant. Un bruit assourdissant. Là, en ce moment, on ne pourrait pas se parler. Une traînée de feu à une vitesse telle qu'on ne peut rien voir à l'œil nu. En avant, marche.
Je vais lire le courrier que l'administration m'a envoyé. La condition requise pour le versement d'une indemnité est la survenue d'un accident dans le cadre d'une mission militaire. Cette clause a été intégrée dans la nouvelle réglementation sur l'indemnisation des soldats du 21 décembre 2004, qui s'applique à compter du 1er décembre 2002. Cela signifie que les dommages corporels subis au cours d'une mission à l'étranger avant le 1er décembre 2002 ne sont pas considérés comme des accidents de service. Et que par conséquent, aucune indemnité ne sera versée. Selon nos informations, vos dommages corporels sont survenus lors de la mission militaire de 1999 au Kosovo. Vous ne pouvez donc malheureusement pas prétendre à une indemnisation. C'est intéressant de voir que pour eux, les accidents ne se sont produits qu'à partir du 1er décembre 2002 et que ceux qui sont arrivés avant n'en sont pas. Donc on n'a droit à aucune indemnité ou dédommagement. Bonjour Uwe, ça va? Bon, bah nous revoilà. Les espoirs que David fondait sur la nouvelle réglementation se sont évanouis. Sa demande d'indemnisation a été rejetée. Pour nourrir sa famille, David a donc rendossé l'uniforme. Il est à nouveau en service depuis août 2012. Tout le monde porte un masque. Sauf que nous, on était tellement détruits à l'intérieur qu'on a cru qu'on ne serait plus capable de le faire. Et bien malgré tout, là, on en remet un. Quelqu'un a des ciseaux? Je sais pas. L'un de vous a une lime à ongles? Dans 5 minutes, quand tous les invités seront arrivés, on s'installera là-bas pour la cérémonie. Et vous enlèverez le ruban jaune. Celui-là? Oui. Puis il y a le flyer. Dans ce cas, pas besoin de ciseaux. Monsieur le commissaire aux forces armées du Bundestag, si vous ne nous aviez pas fait l'honneur de votre présence et que monsieur Timmermans s'était contenté d'envoyer des invitations, la moitié des personnes ici réunies ne seraient pas venues, je pense. J'ai dit que le ministre américain des vétérans, je sais qu'ils ont plus de vétérans que nous n'en aurons sans doute jamais, du moins je l'espère, et qu'ils ont évidemment un réseau social bien plus fourni. En tout cas, ils disposent d'environ 100 milliards d'euros par an pour s'occuper des vétérans. Dans 50 ans, une pancarte dira « Ici a siégé l'Union des vétérans allemands ». Très bien, parfait. Les responsables de la défense ne savaient pas que ce scénario s'était produit. Donc, je suis content d'avoir cette carte. Monsieur Timmermans? Quelle carte? La localisation des Scuds. N'en fais pas trop, ta guerre est finie. La tienne aussi. Enfin, non, mais t'es en Allemagne. Pas en patrouille à Kunduz. J'ai retiré mes Rangers aujourd'hui. Pendant 2 ans, j'ai pu assister à la métamorphose de blessés de guerre en vétérans. Mais ces hommes ont-ils gagné parce que le commissaire aux forces armées du Bundestag les reconnaît en tant qu'acteurs politiques? Que vaut ce succès si leur famille subissent elle aussi les conséquences d'un engagement de jeunesse? Quel est le prix à payer pour qu'une démocratie puisse assurer sa sécurité? La charge ne doit pas peser uniquement sur les soldats et leurs familles, mais être supportée par tous.
didn't know you would. The air was so light. It reminded you of the chaos inside. Teriyaki is my automaton. Walk on, don't limp now. Get up. Drink till the years, my automaton. I'll teach you how to shiver no more.